Alors, c'est bon, ça marche. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vie de ne plus trop comprendre le sens de ce que vous faites au quotidien? De ne plus savoir pourquoi vous vous levez le matin? Enfin bref, de vous rendre compte un jour que vous cherchez le sens de votre vie et que vous ne le trouvez pas. Moi, oui. Ça m'est arrivé il y a à peu près un an. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas satisfait dans mon travail, que voilà, je ne trouvais plus le sens de ce que je faisais. Alors, dans cette situation, j'ai eu un réflexe. Je me suis dit, faisons ce que toute personne normalement constituée ferait. Allons chercher sur Google. Ok, il va probablement avoir. En vrai, je pense que cette année, j'aurais peut-être plutôt. Ce n'est rien, ça revient très vite. Euh, Ça va, oui. Cette année, j'aurais plutôt peut-être demandé à ChatGPT ou un truc comme ça, mais voilà, c'était un ancien temps. Donc, j'ai cherché sur Google. À votre avis, qu'est-ce que j'ai trouvé? 42, c'est bien, c'est bien. Ce n'est pas ça du tout. J'ai trouvé le jeu de la vie. Bizarre, hein, je sais. Mais c'est la première chose que j'ai trouvée. Alors, moi, j'y connaissais rien, mais je suis plutôt curieux, donc j'ai quand même regardé. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est? Jeu de la vie, bizarre. J'ai vu des choses qui m'ont fait un peu peur hein, quand même. Hein. Automate cellulaire, Turing complet. Ça m'a fait un petit peu peur, mais je me suis dit, bah, allons-y, regardons ce que c'est. J'ai cliqué un petit peu sur les liens, et ce que j'ai vu m'a fasciné, en fait. J'ai vu ce genre de choses, c'est-à-dire des sortes de motifs qui évoluent de manière autonome, comme par eux-mêmes, de manière apparemment désordonnée, mais peut-être pas tant que ça. Peut-être qu'il y a un sens à la manière dont toutes ces figures évoluent. Bref, euh, j'ai connu le jeu de la vie et je me suis demandé, finalement, est-ce que pour trouver le sens de la vie, le mieux à faire n'est pas de jouer le jeu de la vie? Alors, c'est quoi le jeu de la vie? Est-ce qui ici connaît le jeu de la vie? Qui en a déjà entendu parler à la main levée? Ok, super, on a un public cultivé ce soir. C'est beaucoup moins cultivé la dernière fois que j'ai donné ce talk. Et qui, je sais pas, connaît assez bien par exemple pour l'expliquer ou personne peut prendre ma place? Si, Nirina, tant pis pour toi, ce soir c'est moi qui explique, tu fais la prochaine. Euh, Également, ça veut dire que ça va vous profiter. Donc, le jeu de la vie, c'est un jeu à 0 joueur. Jeu bizarre du coup, parce que c'est pas super interactif. Vous allez pas vous amuser de fou. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jeu se joue tout seul. Il n'a pas besoin de vous. Il est indépendant. Ok? Ah. C'est un jeu qui se joue sur un plateau infini en 2 dimensions. Ok, donc ici j'ai coupé, mais en fait on imagine qu'il s'étend à l'infini. C'est une grille. Cette grille est remplie de cases à l'état binaire, ok, donc c'est noir ou blanc en représentation graphique. On dit vivant ou mort dans le jeu de la vie, ok, une case noire est vivante, une case blanche est morte, ok, pour représenter, comme si on représentait des cellules. Et finalement, un concept central dans le jeu de la vie, c'est la notion de génération. En fait, le jeu de la vie, c'est regarder passer les générations sur ce plateau. Une génération, c'est comme un tour, si vous voulez, c'est un état du plateau. Et le principe du jeu de la vie, c'est que c'est complètement déterministe. Un état du plateau en entraîne nécessairement un autre et ainsi de suite. Donc en gros, dans le jeu de la vie, on initialise son plateau, ok, on dessine ce qu'on veut, ou on prend un état aléatoire, et on voit comment, génération après génération, ça évolue. Ok. Et en fait, ah oui, j'ai même préparé une petite illustration. Bon, voilà, voilà, on voit que ça évolue. Bon, là, c'est très zoomé, c'est pas très intéressant, mais on va voir des trucs un petit peu plus excitants que ça dans un moment. Comment on fait pour calculer les états d'une génération à l'autre? Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est que pour chaque case, on va voir ce qui se passe dans les cases qui l'environnent, ce qu'on appelle ses voisins. Ok, donc c'est 8 voisins pour une case. Et donc, à chaque génération, pour chaque case, selon le nombre de voisins vivants ou morts qu'a la case, son état va évoluer ou pas. Ok? Ça paraît très compliqué, j'ai dans le mauvais sens. Mais en fait, c'est un jeu super simple, croyez-moi, puisqu'il n'y a que 4 règles. Hein, donc beaucoup plus simple que des jeux comme les échecs ou je sais pas quoi, le Go. Première règle, toute cellule qui a moins de 2 voisins meurt à la génération suivante. Ok? Notre cellule, elle est là. Génération suivante, ça m'était arrivé aussi, je perds le contrôle de la télécommande quand j'en arrive à ce moment-là. Donc je dois passer en manœuvre d'urgence. Mais vous remarquez que je suis très réactif. Et hop, on est reparti. Donc elle meurt. Ah, elle faisait juste de la résistance. Donc notre cellule, elle meurt de solitude. Ok. Deuxième règle.
toute cellule avec 2 ou 3 voisins survit à la génération suivante. Donc celle-ci, génération suivante, pas de surprise, elle est toujours là. Ok ? Troisième règle, vous voyez peut-être une petite logique, toute cellule avec plus de 3 voisins meurt à la génération suivante. On parle de surpopulation. Imaginez, vous êtes dans le métro B à 9 h du mat'. Voilà, bah ça c'est vous, voilà. C'est ciao. Donc, ça c'est les 3 règles les plus simples. Et quatrième règle, on fait un truc un petit peu plus intéressant. On fait de la nécromancie. C'est comment on va ressusciter des cellules mortes. Quatrième règle, toute cellule vide avec exactement 3 voisins devient vivante à la génération suivante. Donc là, il n'y a rien, et là, il y a quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le jeu de la vie, les motifs de figures évoluent et surtout ne vont pas que en se réduisant, parce qu'avec les 3 premières règles, vous voyez bien que si on peut avoir que des cellules qui meurent, ben en fait, au fur et à mesure, tout disparaît, ou devient statique, mais et cette règle, en fait, elle fait que les motifs peuvent se déplacer, croître, selon certaines logiques. Donc voilà, vous savez tout du jeu de la vie, je vous ai expliqué les 4 règles, vous êtes des experts. Tentative de télécommande, ça marche. Donc, en fait, ces 4 règles, elles montrent que le jeu de la vie est un formidable exemple d'émergence. Qu'est-ce que c'est l'émergence ? C'est l'idée que dans une structure complexe, il y a des propriétés qui ne viennent pas des parties. Imaginez par exemple un cerveau. Votre cerveau, ce n'est pas un neurone, mais des milliards de fois plus puissant. Vous voyez ? En fait, quand on commence à assembler des neurones, il se passe quelque chose qu'il n'y a pas au niveau du neurone individuel. Okay ? C'est la conscience. On pourrait dire pareil pour la vie, vous voyez, vous rassemblez des cellules entre elles, et en fait, bah, ça produit des organismes vivants. Et en fait, le jeu de la vie est un cas d'émergence, puisque je vous ai montré qu'il y a 4 règles, c'est très simple, et en fait, ces 4 règles, elles produisent des situations d'une complexité qui dépasse très largement ce qu'on pourrait imaginer avec ces règles. Donc, comme je vous l'ai dit, dans le jeu de la vie, il y a du coup, puisque c'est un cas d'émergence, des figures remarquables, okay, qui ont des propriétés particulières. Les premières, ce sont les figures statiques. Alors remarquables, mais pas trop, on s'ennuie un petit peu. Quelle est leur propriété ? En fait, vous voyez que ce sont des figures où chaque cellule vivante a 2 ou 3 voisins. Donc en fait, elles restent toutes vivantes de génération en génération. Ce bloc-là, vous le laissez sur une grille du jeu de la vie, vous le touchez pas, rien ne vient le perturber, il reste comme ça jusqu'à la fin des temps, ok ? Donc ça n'évolue pas. Deuxième type de figure remarquable, on a des figures dites périodiques. En fait, ce sont des figures statiques qui reviennent à leur état, mais après une période. En fait, elles oscillent entre un état et un ou plusieurs autres. Okay ? Ici, j'ai que des figures de période 2, c'est-à-dire que toutes les 2 générations, elles reviennent à leur état initial. Celle-ci, la plus à gauche, c'est la plus connue, on l'appelle le clignotant. Okay ? C'est un coup barre verticale, un coup barre horizontale. Et voilà, mais il y a aussi des figures de période 3 et ainsi de suite, mais les plus fréquentes, c'est des figures de période 2. Ok, un peu plus intéressant, mais c'est pas encore exceptionnel. Qu'est-ce que j'ai de mieux dans mon sac ? Des vaisseaux. Alors des vaisseaux, c'est assez particulier, ce sont aussi des figures périodiques, mais avec un petit twist. Est-ce que quelqu'un sait comment évolue cette figure ? Oui ? Exactement, il se déplace. En fait, qu'est-ce qu'il a de particulier, le vaisseau ? C'est qu'il est périodique, mais quand il revient à son état initial, il n'est plus au même endroit, il s'est déplacé. Donc ça donne quelque chose comme ça, ok ? Et pareil, le vaisseau, il se déplace à l'infini. Là, il est parti, on le revoit, demain il est en Corse, je sais pas où, il s'arrête pas. S'il croise rien, bien sûr. Encore plus intéressant, on a des vaisseaux, maintenant on a des canons à vaisseau. Alors qu'est-ce que c'est les canons à vaisseau ? Attention, ce sont en fait toujours des figures périodiques. Vous voyez ici que la figure, en fait, c'est une figure périodique de période 22 ou quelque chose comme ça. Donc toutes les 22 générations, elle revient à son état initial. Mais quelque chose d'intéressant s'est passé. Elle a produit un vaisseau, qu'on appelle un planeur d'ailleurs, ce genre de vaisseau, entre-temps. Donc en fait, on a là une figure qui génère à l'infini d'autres figures. Ok ? Et donc là, si en plus j'ai parlé du fait que le jeu de la vie était Turing complet, vous vous dites peut-être, ok, bah là en fait on a un signal. On envoie de l'information. Ok ? Et donc ensuite, si on imagine des structures qui peuvent recevoir l'information, en fait, on se rend compte que l'on peut programmer à peu près tout et n'importe quoi dans le jeu de la vie. Un exemple ici, vous voyez, là, on a des canons qui envoient des vaisseaux, horizontalement et verticalement, et je vous laisse voir ce que ça donne.
Et c'est un jeu de la vie en jeu de la vie. Ok. Donc voilà, les amateurs de méta sont servis. Donc voilà, ça c'est pour le jeu de la vie. Maintenant, on va parler un peu de dev hein, quand même, parce qu'on n'est pas ici à Lyon Jeu de la Vie, on est à Lyon JS, donc à un moment, il faut quand même que que je vous donne ce que vous êtes venu chercher. Donc, moi, je me suis mis en tête d'implémenter le jeu de la vie en JS. Ok, je me suis dit, ok, le jeu de la vie, c'est fascinant. Peut-être que c'est ça le sens de la vie. Il faut que je réussisse à l'implémenter, à faire quelque chose comme ça. Donc, j'ai entamé une reconversion dans le web. J'ai appris 2-3 trucs et je me suis dit, bah allons-y, implémentons le jeu de la vie en JavaScript. Donc, c'est une implémentation complètement naïve. Ok, le but, je viens pas vous présenter un algo de fou qui a des performances de dingue. Pour ça, je vais me reposer sur WebAssembly. Donc, comment est fait mon algo C'est un tableau d'entiers binaires, ok, 1 ou 0, qui représente toutes les cases de ma grille. J'ai fait ça sur une grille finie au début pour me faciliter le travail. Et donc, en gros, 1, la case est vivante, 0, la case est morte, ok. Ça me permet de rendre graphiquement à ma grille. Du coup, à chaque génération, je calcule les voisins de chaque case, ok. Et du coup, je mets à jour mon tableau, je mets à jour mon affichage, la boucle est lancée, et le jeu de la vie fonctionne, ok. Implémentation naïve, mais qui fonctionne. Alors, ça donne quoi? Attention, moment intéressant où j'espère que ça marche. Ça donne ça, ok? Bah génial, c'est parfait. On est très content. Fin du talk. Non, Euh, c'est que donc ça marche déjà. Ça va assez vite. Et donc en fait, petit détail d'implémentation. Il faut juste que je retrouve ma souris, mais elle arrive à tout moment. Elle est là. Vous la voyez-vous? Donc en fait j'ai fait un plateau fini mais dont les bords sont collés, enfin dont les bords opposés sont collés, ok. C'est-à-dire si un vaisseau part par ici, il va atterrir en haut là-bas. Donc comme ça c'est une simulation d'infini si vous voulez, c'est un plateau sans bord, mais fini. Donc ok, j'ai cette application, on est très content. Sauf que, vais-je vraiment trouver le sens de la vie sur une grille de 100 par 100? Alors, je sais pas, genre là c'est peut-être le jeu d'une semaine, le jeu d'un mois à la limite si on n'a pas une vie très intéressante, mais moi ce qu'il me faut c'est des grandes grilles, c'est quelque chose qui puisse un peu avoir de la puissance de calcul. Donc j'ai quand même fait quelque chose pour qu'on puisse afficher des grilles un petit peu plus grandes. Donc on va, c'est extrêmement dur hein, ce que je suis en train de faire là. Hop, on va se mettre une grande grille. Aïe, aïe aïe aïe. Alors là, là j'étais en larmes. Là, je voyais le sens de la vie s'éloigner de moi petit à petit. Je me disais, bah non, mais là, peut-être, je sais pas, le sens de la vie, je le trouverai dans 3-4 ans, là, le temps. Donc, vous voyez, là, on tourne à peu près 2 générations par seconde, ok? C'est du 2 FPS. Là, je sais pas trop qui d'entre nous se satisferait d'un jeu de la vie en 2 FPS. En tout cas, sûrement pas moi. Donc là, vraiment, crise existentielle, j'en pouvais plus. Et donc, je suis allé inspecter les performances de mon application. Je me suis dit, mais pourquoi, enfin, en fait, quel est le problème? Donc, dans l'inspecteur de Firefox, j'ai trouvé cette page. Donc bon, on est à Lyon.js, vous connaissez tout ça par cœur, pas besoin de vous expliquer, mais on va le faire quand même. Donc, ce qu'on regarde en premier, c'est ça. En fait, ce graphique, bleu et jaune, la référence à l'Ukraine est tout à fait par inadvertance, mais on assume. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que la partie en jaune, c'est le temps que mon application passe à exécuter le JavaScript, c'est-à-dire donc en gros à calculer l'état du plateau, ok, donc à avoir combien de voisins à chaque cellule et à dire qui est vivant ou mort à la génération suivante. Et la partie en bleu, c'est la partie du DOM, donc c'est la partie de rendu graphique de mon application, ok. Donc ce qu'on voit ici, c'est que je passe beaucoup plus de temps à calculer l'état de mon tableau qu'à le rendre graphiquement. On peut confirmer ça en regardant ici, donc en fait on a même des métriques chiffrées. Je passe en gros les 2 tiers de mon temps à calculer l'état suivant du tableau et un tiers du temps à l'afficher. Alors voilà, si vous voulez plus de détails, on voit bien, on voit que je passe quasiment la moitié de mon temps dans la fonction live_neighbor_count, donc qui compte pour chaque cellule combien elle a de voisins en vie. Donc ici, j'étais face à une alternative. En fait, je me suis dit, ok, en fait, avec JavaScript, j'ai un problème de perf. Alors là, j'avais une alternative. Je pouvais soit améliorer mon code, optimiser mon algorithme, me faire chauffer la cervelle, travailler, mais j'avais commencé ma reconversion et j'avais commencé déjà à prendre quelques réflexes de DevJS. Donc, j'ai fait l'autre alternative,
j'ai blâmé JavaScript, vous savez de quoi je parle. Je me suis juste dit, bah ok, mon application RAM, c'est 100% la faute de JavaScript et il faut juste que j'ajoute quelque chose qui viendra pallier la déficience de ce langage imparfait. C'est ici que l'on parle de WebAssembly. Ok, qui ici a déjà entendu parler de WebAssembly? Ok, nickel. Je ne vais pas refaire qui pourrait l'expliquer. Donc, mais j'explique quand même pour tout le monde. J'ai décidé d'intégrer du WebAssembly à cette application. Le principe, c'est en gros, je délègue le calcul de l'état du tableau à une partie qui est compilée en WebAssembly, c'est-à-dire que j'écris dans un langage plus performant, en l'occurrence du Rust, que je compile en WebAssembly et qui s'exécute dans le navigateur. Je vais détailler tout ça. Donc, c'est quoi WebAssembly? Là, vous voyez ça, tout le monde pleure, vous pouvez partir. WebAssembly, c'est avant tout une cible de compilation. Une cible de compilation, ça veut dire que c'est un format dans lequel vous pouvez compiler des langages divers et variés. Donc en fait, bon, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas lié à un langage en particulier. Moi, j'ai choisi du Rust, mais il y a plein d'autres choix possibles. Donc, moi, j'ai fait ça en Rust. J'ai utilisé une librairie de Rust qui s'appelle Wasmpack, donc qui en gros, au lieu de compiler son Rust de manière normale, bah, en gros le compile en Wasm, ce qui fait qu'ensuite je pourrais l'exécuter dans mon navigateur. Donc en gros, ce code, on le passe ici, et ensuite il vient interagir avec notre navigateur par le biais d'une librairie qui s'appelle WasmBindgen. En gros, c'est la librairie qui va venir faire communiquer les deux. En gros, parce que on peut faire ça à la main, mais c'est assez compliqué, je reviendrai dessus ensuite. Et donc en gros, cette librairie, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va permettre, dans la partie en JS, d'appeler mes fonctions écrites en Rust et compilées en WebAssembly, et dans ma partie en WebAssembly, d'appeler des fonctions de JavaScript comme des fonctions de l'API du navigateur ou des choses comme ça, ok? Donc en gros, c'est ce qui permet d'utiliser les outils de l'un dans l'autre partie, et ainsi de suite. Et donc avec tout ça, oui, j'avais fait ça aussi, on va l'exécuter dans notre navigateur. Ok? Donc, voilà, ça c'est un truc que j'ai trouvé en ligne, mais WebAssembly est bien mal nommé, puisqu'il y a aussi plein d'autres contextes dans lesquels on peut exécuter du WebAssembly qui ne sont pas dans le navigateur. C'est en bas, mais ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Donc, WebAssembly, ça a des avantages. Avant tout, pour le web, c'est performant, puisque c'est à la base, c'est des langages plus bas niveau que JavaScript, donc ils vont s'exécuter plus vite. Et là, c'est moi principalement ce que je recherche. C'est portable, puisque en gros, vous compilez en WebAssembly, et ensuite la promesse, pas toujours tenue, c'est que vous pouvez l'exécuter n'importe où. Okay, et surtout, c'est léger, puisque WebAssembly, essentiellement, c'est du binaire, donc c'est des fichiers très légers, beaucoup plus légers que des fichiers JavaScript à importer si vous devez aller les chercher sur un serveur. Donc ça, c'est les super avantages, mais il y a quand même des inconvénients. Rien n'est trop beau. Évidemment, bon, pour moi, surtout, c'était plus difficile, puisqu'il faut quand même faire du Rust et c'est pas du JavaScript. Mais on est là. Évidemment, du coup, il faut maintenir une application polyglotte, ce qui est quand même un problème, et c'est peut-être là, je vous parle d'un projet marrant que j'ai fait, mais c'est probablement le principal obstacle à l'utilisation de JavaScript dans des cas vraiment pratiques, c'est que du coup, super, maintenant, vos devs JavaScript, il faut aussi qu'ils comprennent un peu de Rust ou qu'ils puissent éventuellement aller voir ce qui se passe, enfin Rust ou langage compilé de votre choix, pour éventuellement aller voir les problèmes. Et surtout, au sein de l'application même, ça nécessite l'implémentation d'une interface. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, hop, voilà, ça c'est un navigateur. C'est que rien, comment dire, si vous faites ça de manière naïve et vous vous dites ok, j'ai WasmBindgen qui va me permettre d'appeler du Rust dans le JavaScript et d'appeler du JavaScript dans le Rust, en fait vous allez peut-être pas améliorer les performances de votre application parce que le fait d'interfacer les deux langages a un coût en fait. Évidemment, quand vous appelez une fonction, donc j'ai pris un petit exemple, donc là quand j'initialise mon jeu de la vie, je crée un univers, ok, avec une fonction du coup qui est du Wasm, elle est là, donc ça c'est le code en Rust, je vous ai pas mis le binaire. Je vous ai épargné. Il y a des lecteurs de binaire ici? Ok. Donc qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? En gros, la partie en JS, elle a accès à la mémoire linéaire du module Wasm en lecture et en écriture. Donc en gros, c'est là qu'elle va aller déposer, donc par exemple, les arguments
de la fonction qu'elle appelle, et c'est là qu'elle va aller récupérer le retour de la fonction en WebAssembly, ok? Sauf que le problème, c'est qu'elle ne peut pas la récupérer si facilement que ça. Il faut en gros l'encoder et la décoder chaque fois qu'on fait le passage. Donc si vous avez des petits objets, des objets simples, ou que vous faites ça rarement, ça va. Mais dans le cas de mon application, imaginez si on veut faire ça à chaque génération du jeu de la vie, il faut encoder et décoder un tableau potentiellement d'une longueur supérieure au million, bah en fait, ça accélère pas du tout votre application. Donc comment on fait dans ce cas-là? Il y a une solution. Donc voilà, donc du coup, à la fin, l'univers, il finit dans la mémoire du navigateur qui est utilisé par JavaScript. Donc là, prenons le cas de la fonction que j'appelle pour récupérer l'état du tableau à une génération donnée. Ok? Alors là, il faut que vous me suiviez, c'est la partie la plus technique. En gros, ce qu'on fait, je vous le décris d'abord, la chose qu'on va passer, encoder et décoder, ça va uniquement être un pointeur vers cette mémoire linéaire. Et du coup, bah ça c'est très facile à encoder, à décoder, c'est rapide. Et du coup, ensuite, la partie en JavaScript va pouvoir elle-même directement aller récupérer dans la mémoire linéaire le tableau sans s'emmerder à encoder et décoder. Ok, donc comment ça se passe? Ça se joue ici, en fait, Wasm expose un objet mémoire, du coup, donc, qui est cette mémoire linéaire, qui est propre à chaque module. Chaque module peut exposer sa mémoire. Et du coup, vous voyez que quand j'appelle universe cells, en fait, je récupère un pointeur de mon tableau. Et donc, en gros, ce que je dis, c'est que le JS, il construit un tableau typé à partir de cette mémoire en allant chercher à l'endroit où la partie en Rust lui dit d'aller chercher, et il va chercher une tranche de cette mémoire linéaire de la longueur qui est le nombre de cases de mon tableau, c'est-à-dire le produit de la hauteur et de la longueur de mon tableau. Ok? Et du coup, avec ça, dans la mémoire linéaire, donc on a à la fois les cellules, donc bon, il faut imaginer, là je ne l'ai pas dessiné, mais du coup, vous imaginez genre 1 million de cases avec des 0 et des 1, enfin autant de cases que votre grille, que votre tableau fait de taille, et un pointeur qui fait une case. Donc du coup, on récupère le pointeur, grâce au pointeur, on récupère les cellules sans encodage et décodage, et hop, les cellules, avec l'univers, finissent dans la mémoire utilisable par JavaScript de manière beaucoup plus légère. Donc, qu'est-ce que ça donne? Là, j'ai beaucoup parlé, j'ai attisé votre curiosité, c'est le moment de vérité. Donc là, c'est la version en JS, hein, ne vous laissez pas tromper, il y a un... Je sais pas si vous avez vu. Et je vais cliquer dessus, préparez-vous bien, puisqu'on va passer normalement en direct, si tout se passe bien, à la version en Wasm. Ça n'a rien à voir. Enfin, je sais pas si vous... Enfin, je vois un peu des sourires gênés dans l'assemblée. Probablement des gens qui viennent pour la première fois ou qui ne connaissent pas très bien, mais les experts savent, ça n'a rien à voir. Non, bien sûr, je me moque de vous, c'est exactement pareil, puisque, rappelez-vous, les performances du JavaScript sur un tableau de 100%, donc de 10 000 cases, étaient... il n'y avait aucun problème, ça tournait très bien. Et le principe... Enfin, à ce niveau-là, et on y reviendra, le maillon faible, en fait, c'est le rendu graphique. Donc, jusqu'à ça va très bien, mais donc, qu'est-ce qui se passe si on essaye de faire des plus grands tableaux? Donc, je me remets. Alors évidemment, vous me voyez à nouveau essayer... J'aurais dû le mettre à gauche, en fait. Très mal pensé, cette histoire. Hop. On se met comme ça. C'est pas exceptionnel non plus. Alors, analysons un peu. Donc bon, quand même si c'est pas exceptionnel, en fait, c'est à peu près 3 fois plus rapide que le JavaScript. En fait, déjà, on était à 2 FPS en JavaScript, maintenant on est à 6. Je ne vais pas me satisfaire de ça. Mais bon, donc du coup, il y a quand même un gain de performance, ce qui est déjà pas mal. Mais donc, allons analyser cet échec, il faut le dire, pour voir en fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi les performances ne sont pas au rendez-vous. Avant d'analyser, parce qu'en fait j'avais ma petite idée, je vous la livre, c'est que maintenant ce qui nous ralentit, c'est le rendu graphique. Moi je fais le postulat que en fait, ma partie en Wasm elle marche très bien, ça tourne très vite, calculer l'état suivant, la génération suivante, ça se fait très bien, mais le problème c'est l'API Canvas que j'utilise qui dessine les cases une par une, enfin elle les dessine pas une par une, mais qui en tout cas dessine tout ça pixel par pixel et qui du coup fait ramer. Donc pour essayer d'atténuer cet effet,
j'ai intégré ici, c'est encore une galère, ce bouton qui permet en gros de ne faire du rendu graphique moins souvent. C'est-à-dire que maintenant, si je fais ça, ça marche, je vais rendre, je vais dessiner mon tableau toutes les 10 générations, ok? Donc, avec quelque chose comme ça, en gros, si vous voulez, c'est un trade-off. L'affichage est plus saccadé, mais ça tourne plus vite, ok? Puisqu'ici, on voit qu'on est donc aux alentours de 4 FPS, ok, c'est moche, mais en fait c'est 40 générations par seconde, ok, ce qui sont déjà des performances un petit peu plus décentes, et vous voyez que si on regarde le compte des générations, ça avance, c'est juste saccadé, ok. Du coup, on va aller voir, pareil, dans l'inspecteur. Alors, vous vous rappelez tous de l'inspecteur de la version, de ce que ça donnait dans la version en JS. Si vous vous en rappelez pas, je vous l'ai mis ici. Qu'est-ce que ça nous apprend? En fait, ce qu'on voit ici, c'est que donc la partie en jaune c'est nettement réduite, c'est-à-dire qu'en gros on calcule beaucoup plus vite, mais sauf que, donc c'est ce que je vous avais parlé, c'est un peu le maillon faible. Maintenant que je passe beaucoup moins de temps à calculer, bah, proportionnellement je passe beaucoup plus de temps à rendre graphiquement, et en fait c'est ça qui limite les performances de mon application. Donc en gros on a en quelque sorte inversé le ratio, on passe maintenant à peu près 2 tiers de notre temps à rendre graphiquement à chaque génération le tableau, et 1 tiers du temps à le calculer. Okay, voilà. Donc, ici, j'ai quand même fait une petite slide pour vous montrer côte à côte ce que ça donne, pour vous dire que vous n'êtes pas fous. Ça va quand même un petit peu plus vite. Mais est-ce qu'on est vraiment satisfait de ça? Je vous avais promis un gain de performance, je vous avais promis d'avoir trouvé le sens de la vie. Hein, vous pensez que là, je trouve le sens de la vie? Pas de ouf, hein. Mais bon. On est quand même un petit peu content. Donc quand même, ça a mérité un petit peu. Et du coup, j'ai décidé de faire un petit script qui fait tourner 1000 générations du jeu de la vie sur des plateaux de taille de plus en plus grande sans rendu graphique, ok? Juste pour pouvoir me dire, pour moi-même, bah en fait, si on prend les performances dans le vide sans rendu graphique, qu'est-ce que ça donne? Donc, je peux utiliser la télécommande en fait. Ça donne ça. Et donc là, on est un petit peu plus satisfait quand même, parce que c'est un peu la promesse. Donc en gros, sur cette courbe, en abscisse, vous avez la taille du tableau, et en ordonnée, le temps que ça prend pour calculer 1000 générations. Et donc vous voyez qu'en JavaScript, les coûts explosent, et qu'en WebAssembly, il reste beaucoup plus maîtrisé, puisque donc en gros, un tableau d'un million de cases, c'est un tableau donc de 1000 par 1000, et on met 20 secondes pour calculer 1000 générations en WebAssembly, sans rendu graphique, alors qu'on met plus de 2 minutes en JavaScript. Je peux vous dire que c'était long de faire tourner ce script. Ça m'a pas trop plu. Donc, l'heure du bilan arrive. Alors, est-ce que j'ai trouvé le sens de la vie grâce à WebAssembly? Est-ce que je vous ai peut-être un petit peu menti? C'est possible. En fait, moi je pense que ce qui est important, c'est pas la destination, c'est le chemin, en fait. C'est-à-dire que prenons un peu de recul, ok, peut-être que j'ai pas l'application la plus performante du monde, peut-être que je vais pas devenir milliardaire grâce à ce jeu de la vie. En même temps, c'est pas le sens de la vie, donc. Mais entre-temps, je me suis quand même reconverti, j'ai appris à faire quelques trucs en développement, j'ai été recruté dans une entreprise, je sais pas ce que c'est l'entreprise, je sais pas si vous connaissez, moi ça me dit rien. Et aujourd'hui, j'ai pu vous donner cette présentation et j'étais très content de le faire. Merci de m'avoir écouté. Voilà, n'hésitez pas, faites vos retours. Et voilà. Tu es là ? Le graphique que vous avez fait avec Wasm et JavaScript, je suis curieux de savoir pour JavaScript sur quel runtime vous l'avez exécuté pour voir le temps que ça prenait, si vous l'avez fait via Firefox ou via Node. Ouais, via Firefox, c'est dans le navigateur. Okay. En gros, j'ai juste logué le temps pour 1000 générations. Je pense dans le micro, si on discute. Je voulais être au courant des différences, par exemple avec V8 sur Chrome et sur Node, comme il y a pas mal d'optimisations qui sont faites pour faire du just-in-time compilation. Ouais. Niveau JavaScript, j'étais intéressé de voir s'il y avait plus de performance. Ok, j'avoue qu'après, j'ai pas mené l'étude la plus extensive du monde. Là, j'étais plutôt intéressé pour voir, bon, dans le cas de mon navigateur, en fait, juste on enlève le rendu graphique et j'essaie de trouver un truc, mais en effet, on aurait peut-être des surprises si on voyait ça sur différents runtime.
as mentionné en début en argument pour le WebAssembly la taille des fichiers. Moi d'expérience, en tout cas de ce que j'en ai vu jusqu'à maintenant, le problème c'est pas tant le code applicatif qui effectivement est très petit, mais juste en fait on est obligé de shipper avec ça tout un tas d'outils pour faire par exemple pour transférer des données, pour parser les résultats, etc. Et du coup on se retrouve avec des fichiers WebAssembly qui, comparés à du JavaScript où tout le runtime est complètement dans le browser, sont plus gros, en tout cas les versions WebAssembly. Est-ce que tu sais un peu la taille des fichiers que tu avais, et notamment de ton WebAssembly pour ton jeu, Non, en effet, j'avoue que ça c'est plutôt un argument que j'ai repris, je l'ai pas éprouvé moi-même, mais du coup je regarderai. Il me semble parce que je pense c'est de mieux en mieux, mais c'est encore quand même assez... Ok. T'as vite fait d'avoir 1 méga de WebAssembly, quoi, même pour pas grand-chose, parce que derrière t'as tout le runtime en fait qui est obligé d'être inclus pour faire tourner les trucs côté natif, quoi. Donc Ouais. tu fais du Rust, en gros Rust ils viennent avec plein d'outils de gestion de la mémoire, des trucs comme ça, quoi. Bah, du coup ces outils-là ils sont obligés de les intégrer dans WebAssembly pour qu'ils soient utilisés. Ok. Donc, mais, Ça marche. Alors merci de cette remarque et je la prends en compte. Allez, faites tourner le micro. Oui, c'est une chaîne humaine, vous êtes... c'est une chaîne humaine. Bizarre. Merci. Je voulais savoir, tu parlais donc de l'optimisation principale que tu avais faite en WebAssembly, c'était de plus faire de passage d'objets parce que les coûts de sérialisation étaient trop forts. Du coup, tu sérialisais qu'un pointeur. Est-ce que tu as vraiment besoin de sérialiser ce pointeur à chaque génération, vu que la mémoire est linéaire? Tu pourrais pas juste récupérer le pointeur en début de procédure et ensuite juste boucler les deux Oui, je prends... Enfin, c'est pareil, en fait... je prends la remarque, en fait, je me suis pas spécialement posé la question. Ok. Et en fait, du coup, je peux pas non plus y répondre. Ça marche. Enfin, j'essaierai, en fait. Et du coup, je verrai. Mais après, je pense quand même que du coup, le coût de... Enfin, même, on peut toujours réduire autant qu'on veut, mais je pense que ce coût est super négligeable aujourd'hui. Enfin, en fait... par exemple, sur cette application, le gros truc qu'il faut que je fasse, c'est passer à WebGL pour du rendu graphique, par exemple, ou des choses comme ça. Et du coup, mais oui, je pense que cette optimisation marcherait, mais ça marche. Merci. Oui, moi j'avais une question par rapport à la gestion du canevas, puisque c'était là le point noir. Comment est généré le canevas à partir du résultat du bitmap? Est-ce que c'est directement un bitmap qui est passé au canevas ou est-ce que c'est retraité entre les deux, quoi? Non, c'est retraité. En gros, l'algorithme du Canva, il prend le plateau et en gros, pour chacune, en gros, il dessine toutes les cases noires d'un coup en calculant leurs coordonnées à partir de la liste. Puis c'est tout parce qu'il a que à dessiner les cases noires en fait. Malin. Donc voilà, en gros c'est ça. Genre, en gros, il prend le tableau et en une passe pour toute la liste. En gros, pour chaque case noire, il la dessine au bon endroit. C'est juste super long, quoi. Ouais. Yes. Parce qu'à ce moment-là, tu pourrais presque générer directement une image dans le WebAssembly qui serait affichée, qui serait un tableau de bitmap. Ça fait partie des pistes envisagées, et même si vous vous rappelez au tout début de la présentation, j'ai montré un jeu de la vie en blanc sur noir au tout début. C'est le premier que j'ai montré. Et ça, par exemple, bon, c'est pas de moi, mais c'est le projet de quelqu'un qui l'a fait avec des shaders en fait, et pas du WebAssembly, mais c'est le cas de, en gros, le jeu de la vie se calcule tout seul dans le GPU en fait. Enfin, c'est-à-dire l'image calcule elle-même comment elle va évoluer. Ce qui est évidemment une autre piste pour optimiser, parce que là, vous vous posez même plus la question de comment vous améliorez vos performances niveau CPU. En fait, juste vous faites calculer ça par un truc qui est fait pour calculer des images, quoi. Merci pour la... Il fait juste ça pour faire circuler le micro. Super talk. Est-ce que tu as pensé un peu à la mémorisation, ce genre de choses pour le J'y ai pensé, puis je l'ai pas fait. Oui, et je sais, enfin c'est pareil, c'est plus de la culture, mais je sais que en gros quand on commence, ça c'est plutôt la branche améliorons l'algorithme plutôt que utilisons des technos marrantes. Et donc oui, en fait, je sais que genre les meilleurs algos
du jeu de la vie en fait, ceux qui ceux qui peuvent fonctionner sur quand on commence à atteindre vraiment des grandes tailles, en effet utilisent ce genre de technique. Mais donc j'y ai pensé, mais pas mon problème. Ouais, je suis resté sur l'implémentation de fou. Mais peut-être la prochaine fois. On se revoit dans un an et on fait le point. 1 million par 1 million. De fou. Merci. Bravo.